peut-être essayer de faire des commentaires sur des commentaires, c'est ça. D'abord, je commence par le jeune communiste, c'est toujours là, il est parti. Il part alors. Juste en quelques mots, d'abord, je vous prie de ne pas partir. Vous avez dit que vous avez cherché à cerner, déceler la responsabilité de la France dans les événements terroristes comme ceux de Charlie Hebdo et de Bataclan et Nice. Je crois que oui, c'est possible, là, c'est possible qu'il y ait une responsabilité quelque part. Mais à ma connaissance, que cette idéologie, et vous avez raison de l'appeler idéologie, et madame, vous avez raison de l'appeler fascisante, elle est dans tout le monde musulman et elle le dépasse pour toucher là où il y a des minorités importantes comme en France. Ce n'est pas le propre de la France et de sa mauvaise politique. Elle n'est pas parfaite. L'intégration est un échec. Et on dirait que la valeur de la laïcité est devenue has-been. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, à ma connaissance, ce n'est pas spécifiquement français ou spécifiquement lié à l'islam en France ou à l'islam de France. Mais c'est un malaise, c'est une crise qui frappe la pensée musulmane et qui engendre cette crispation. L'origine. Vous avez parlé madame, vous avez parlé de l'islamisme, donc l'islam politique. Il y a deux choses, et c'est trop compliqué. Il y a l'islam politique, ça c'est une invention en Égypte, c'est une invention. Après la chute, l'abolition du califat par Mustafa Kemal Atatürk, c'est une invention en Égypte par les frères musulmans. C'est se regrouper en forme de corporation, mi-politique, mi-militaire, pour conquérir le pouvoir temporel. C'est les frères musulmans d'Égypte avec Hassan el-Benna, le grand-père maternel de certains vedettes, de temps en temps, il passe par ici. Bon, Suisse. Mais le salafisme, c'est autre chose. Bien sûr, ils se croisent. L'un peut être le relais de l'autre. On peut trouver un salafiste qui forme un parti politique, comme on peut trouver un salafiste qui voit la formation des partis politiques comme une mécréance. C'est une invention post-prophétique ou post-coranique, post-scripturaire, c'est avant la clôture du texte. Le salafisme, ou le wahhabisme, ou le néo-hanbalisme, c'est originaire de l'Arabie saoudite. C'est avec la réussite politique de la famille saoud et l'explosion de la richesse pétrodollar qui a tout d'un coup propagé, surtout après la révolution iranienne. L'Arabie saoudite a voulu faire face à l'exportation de la révolution chiite, entre guillemets. Donc elle a lâché les prédicateurs pour propager le wahhabisme qui est le salafisme. Je ne crois pas, là je dis juste un mot pour celle qui a dit qu'elle a vu que c'est un peu, ça dénigre ou ça discrimine. Franchement, je ne crois pas. Au contraire, ça existe, et ça y a pire. Et ça existe réellement. Ça existe. Et ce n'est pas spirituel, ce n'est pas une éthique musulmane, ce n'est pas religieux. C'est appartenance magique, mythique, à un groupe défini ethniquement et historiquement lié à un fixisme historique. Ça existe. Et comment je le définis? Je le définis par celui qui n'est pas occidental,
Donc c'est le rejet de l'Occident. Puisque la mondialisation est confondue avec l'ordre occidental, occidentalisation. Donc si je veux être moi dans ce monde mondialisé et globalisé, si je veux être moi et fidèle à moi-même, je ne dois pas ressembler à l'occidental. Donc je cherche, dans mes spécificités les plus reculées, voire les plus archaïques, les plus incompris et les plus irrationnels. Et même si ça ne se comprend pas, eh ben je ferai tout pour que ça devienne acceptable. Le propre de la pratique religieuse, normalement, c'est la discrétion, c'est l'humilité. Le propre de la revendication identitaire, c'est le défi, c'est l'étendard, c'est l'entrisme. Ça n'a rien de religieux, ça n'a rien d'éthique. L'éthique, c'est une émanation spontanée d'une conscience libre, pas plus. Vous avez dit, madame, parce que j'ai aimé... vous voyez que les Algériennes savent analyser le problème. Vous avez dit que l'islam c'est une chose et l'islamisme est une autre. Oui, parce que l'islam seul, en tant que concept, ne s'exprime pas tout seul. On a besoin d'une lecture, on passe par une lecture. Forcément, on passe par une lecture, par une interprétation. Le texte tout seul ne prend pas de micro, il ne fait pas une causerie. Le texte, il passe par une interprétation, une intelligence qui essaye de l'interpréter. Cette intelligence, elle est relative. Elle est imprégnée par son cadre culturel. Voilà. Donc elle peut être ancienne comme elle peut être nouvelle. Il y avait le rêve d'une réforme à l'intérieur, d'une modernisation, pas de l'islam, mais de cette interprétation. C'est-à-dire relire les mêmes textes, à travers les exigences de celui qui veut s'épanouir dans une société plurielle, ouverte, fraternelle, équitable. Est-ce que c'est possible? C'était un défi, parce que toute la production de la théologie musulmane a été faite pour un islam majoritaire, souverain, chez lui, et qui protège les minorités. Donc cette théologie, elle est applicable là même là où il y a la minorité. Donc c'est pas normal. Il nous faut une théologie de la minorité parmi les minorités et qui cohabite avec d'autres vérités. C'est ça ce qu'il nous faut. J'avais rêvé avec beaucoup d'autres, et je rends hommage à la mémoire de Melk Chebel qui vient de décéder il y a 3 jours, je crois, qui avec beaucoup de courage et beaucoup de tact pédagogique a essayé de vulgariser ce genre de pensée. Bon, est-ce qu'on a échoué? Franchement, je ne sais pas. Est-ce que la société occidentale, plurielle, je ne parle pas de chrétienne ou... Non, plurielle, ce pluralisme offert par les libertés fondamentales, est-ce qu'elle n'est pas suffisamment immunisée? Je ne sais pas non plus. Ce que je sais, que c'est une vague, j'espère comme toutes les vagues, fait des pics et puis repart. Voilà. Merci beaucoup.